Les mains moyennes, notre milieu de range, représentent la majorité de nos mains faites. Pourtant, beaucoup de joueurs sont totalement perdus avec ce type de main. Surtout en micro-limite, où bien jouer ces mains moyennes peut totalement faire exploser tes résultats. Alors si tu n'arrives pas à jouer ce type de main, que tu ne sais jamais si tu dois bet, si tu dois raise, si tu dois check ou bien si tu dois call, sache que tu n'es pas le seul et que tu es au bon endroit pour apprendre à optimiser ces mains et défoncer les micro-limites. Salut, c'est Lucho et aujourd'hui on lance une nouvelle série de vidéos pour t'apprendre à battre les micro-limites et devenir bien plus qu'un simple joueur gagnant. Dans ces vidéos, ce n'est pas Chewbacca qui va m'accompagner, mais ce sont des abonnés. Comme tu le sais sûrement, j'ai offert une review de session à Philippe qui a gagné la toute première Lucho Game. On a passé un super moment avec des échanges très intéressants, donc comme on a vu plein de choses et que mon objectif c'est d'aider un maximum de monde, eh bien j'ai décidé de te partager les conseils les plus importants que je lui ai donnés. Pour éviter de se retrouver avec une vidéo d'une heure, on va découper cette review par thème. Alors, je sais, le son est pas vraiment au top, avec pas mal d'écho, donc désolé d'avance. Mais si tu veux progresser, je pense que tu peux largement accepter ce petit problème, car cette nouvelle série va tout simplement être une mine d'or pour ceux qui veulent battre les micro-limites. Et si t'es pas prêt à faire cet effort, eh bien, tant pis pour toi. Personnellement, je fais clairement pas cette vidéo pour faire énormément de vues. Je sais que c'est pas ce qui marche le plus. Donc le seul perdant, si tu ne la regardes pas, c'est toi. Allez, perdons pas plus de temps. Aujourd'hui, on s'attaque à nos bottom values. Ce sont des mains qui sont relativement fortes, mais qui pour autant sont loin d'être les nuts. Tu vas voir que Philippe, malgré un jeu très solide pour battre les micro-limites, il a plutôt une mauvaise approche de ses mains. C'est le cas de beaucoup de joueurs à ses limites, dont tu fais peut-être partie. Alors n'hésite surtout pas à prendre un maximum de notes. Je te laisse avec Philippe et moi-même en pleine review, avec 2 spots pour illustrer ce concept. Donc on a le 8-4 ici. Alors... on va faire dérouler. Donc tu check back, donc rien à dire. Et tu touches top pair. Là, il check. Et toi, tu décides, si je dis pas de bêtises, de check back. Est-ce que tu peux m'expliquer juste pourquoi ici tu check back? Ouais, alors je crois maintenant, en général, donc plutôt en général une BB. Mais est-ce que je me suis dit que j'ai une top pair mais zéro kicker? Est-ce que je me suis dit que c'est un flop hyper dynamique avec un tirage couleur et que si je bête, en fait, si je bête pour moi ici, j'aurais peut-être aucune information, quoi. Est-ce qu'il a trouvé? Est-ce qu'il est sur un tirage? Est-ce que c'est peut-être dans ce sens-là, quoi. Ok. Et donc là, tu me parles un petit peu au passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? En général, donc une BB en général ici, Là, top pair. là, tu peux pas donc bet, hein, puisque c'est... Ouais, je bête plutôt, pardon, une BB. Hein. Hmm. Tu peux même un petit peu size up, parce que comment va jouer Nadir à ton avis s'il a une main comme 9 et 8 par exemple? 9 et 8, bah, à mon avis, il va call 100%, quoi. Attention, il s'est passé quoi dans le spot? Bah, il limp et je colle, quoi. Tu check back, il limp, tu check back, et ensuite il fait Voilà, quoi? plutôt, élémentaire, voilà. Il est de small blind, voilà, effectivement, il limp et moi je check, oui. Et après, qu'est-ce qui se passe avant que tu prennes ta décision? Il check. Ouais. Est-ce que tu penses que 9-8, il va souvent le check? Bah, théoriquement, oui, hein. Un reg, enfin, quelqu'un qui sait jouer théoriquement est censé checker hors de position et un solver, il check ici dans ce cas-là, quoi. Ouais. Attention, hein. J'ai insisté beaucoup au début du call. Il n'y a pas de règle. Attention à ça. Peut-être parfois je pars dans des mauvais raisonnements dès le début, ouais, alors. C'est normal, enfin c'est normal que ça t'arrive. Il faut vraiment simplifier le raisonnement. Alors ça peut être un petit peu antipathique, mais presque prendre les autres pour des imbéciles et pas hésiter à être un petit peu excessif dans le fait que le mec est pas bon, il réfléchit pas bien. Et attention, hein, ça veut pas dire, encore une fois, on n'attaque pas les gens personnellement, hein, c'est que des attaques sur leur jeu. Et pas hésiter. Après, si tu te retrouves dans un spot où le mec te prouve qu'il a été capable de le faire, ok, là, le mec est capable. Mais tant que le mec te l'a pas prouvé qu'il est capable de checker une top pair ici, moi, je préfère me dire qu'il va jamais la checker parce que bah, la majorité du fil va pas le faire en fait. D'accord. Alors que pour moi, ça me semble évident. Ici, j'ai ouais, 8-9, 8-5, même un 7-6. Enfin, any tout, je check quasiment, quoi. Ouais, mais c'est pas du tout. En fait, il y a deux possibilités. Soit le mec, il va bet, pardon,
Ça, c'est la première possibilité. Soit il va check, mais c'est pour check raise. Donc quand tu me dis que tu n'auras pas d'informations, je suis pas d'accord parce qu'en fait, ici, s'il a une main meilleure que la tienne, la plupart du temps, il va la check raise. C'est vrai. Donc en fait, tu auras quand Et même là, des informations. je pourrais fold tranquillement, effectivement, mon 8 kicker tout pourri, quoi. C'est ça. T'as pas de décision. Si trace, t'as aucune décision, c'est un fold. Oh ouais, en fait, ouais, t'as raison. Mieux vaut bet et prendre, entre guillemets, ouais, l'info, quoi. En cas de check raise, bah, la décision est facile, plutôt que effectivement laisser free roll une main comme Dame 10 qui, au flop, théoriquement, n'a pas grand-chose à coller, quoi. C'est ça. Et en plus de ça, tu as énormément de value en fait, même s'il colle un peu tout. Tu as de la value sur des 7, tu as de la value sur des 2, tu as de la value sur des 2 overcards, tu as de la value sur des As-X, tu as énormément de value, tu dois la prendre. Je me permets de te couper 10 secondes avant de passer au deuxième spot. Cette nouvelle série, pour moi, c'est clairement une mine d'or pour du contenu gratuit. Alors, je te demande pas grand chose pour me soutenir, juste un petit pouce en l'air. Et bien entendu, si tu ne veux rien rater de cette nouvelle série technique, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche. Ok, alors donc là il a Lim, la check back, et il bet ici. Qu'est-ce que tu en penses de la situation déjà? Ouais, effectivement, c'est un peu spot récurrent. Mais là, je me dis, j'ai pas d'infos particulières sur lui. J'ai mis de le pair. J'ai pas un kicker trop pourri. Tu vois, j'aurais 6-4. Encore 6-4, ça peut faire des quintes en redraw. Ouais, une main comme 6-7, c'est plus facilement foldable pour moi qu'une middle pair avec une over, quoi. Alors, intéressant. Moi, mon thinking, il est absolument pas de fold ici, bien sûr. Donc tu colles aussi ou... Je raise. Ah, toi, tu raises. Alors, pourquoi le raise alors que tu n'as qu'une mise de paire, certes, un kicker correct? Quelles sont pour toi les mains que tu domines dans ce spot, les mains qui te dominent, et comment ça... Donc, on va déjà faire ça. Quelles sont les mains pour toi qui te dominent dans ce spot? Bah, moi, à sa place, hein. Quand vraiment je donk dans ce genre de situation. Attention, c'est pas vraiment un donk ici. Hein. C'est pas un donk du tout même. Un donk, c'est en fait, un donk bet, c'est quand vilain, par exemple, si j'open, donc je raise préflop. C'est quand il reprend l'initiative, c'est quand tu reprends l'initiative alors que l'autre était agressif. Ok. Là, il n'y a pas du tout cette situation. Donc là, c'est plus un lim bet qu'un donk. D'accord. C'est important. En fait, c'est des mots, donc on pourrait s'en foutre, mais c'est important pour la compréhension de bien situer, parce que là, ça veut bien dire un donk bet, c'est tu t'arrêtes l'agression de l'autre. Donc c'est quand même différent. Ok. Ah, puis ça peut changer les stratégies, hein. L'un bet, chose que je sais pas d'un donk bet, ok, intéressant. Non, bah ça, filet donk bet, t'en verras jamais. Ouais, je compte tous les valets, principalement des valets, aussi toutes les paires intermédiaires, une paire de 7, paire de 8, paire de 9, paire de 10, ça a du sens, hein. C'est des choses que je ferais d'ailleurs si j'étais à sa place. Je pourrais bet aussi comme une cut shot, genre 3-4, 3-5, 4-5, enfin ce genre de choses. Tirage flush, je les bet pas dans ce genre de situation. Je check call. Et sinon, je gagne tous les 6 mieux kickés, je gagne tous les tirages piques, je gagne les ventrales. Et voilà quoi. Bon, est-ce que c'est le genre de personne qui fait des bêtes pour info? Je sais pas. Donc du coup, là, tu m'as un peu mélangé les mains qui te dominent et les mains que tu domines, parce que tu m'as parlé des draws aussi. Et en fait, moi, je vais t'expliquer pourquoi je reste, tout simplement, parce que pour moi, il y a des trash dans son bet. Toujours. Il n'y a personne qui n'a jamais un trash dans son bet. Ou sinon, c'est quelqu'un qui est très 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 passif. Et dans ce cas-là, on les identifie. Il y a énormément de draws qui bet dans cette situation. Il y a des 6 que tu domines, des 2 que tu domines. Et tu vas te retrouver dans une situation qui sera beaucoup beaucoup plus facile à jouer turn et river. La main d'avant où j'ai fait l'erreur, j'étais hors de position ou j'étais en position? Je crois que pour l'instant, on a vu que des situations en position. Ok. Oui, tu étais en position avec Dame 5. Donc ici, pour moi, c'est clairement un raise. Tu as une main qui est très forte en fait. Faut pas sous-estimer ta main. Parce qu'il y a aussi une dernière raison que j'ai pas encore évoquée. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs ici qui, s'ils ont un valet, ils vont size up. Donc ça diminue encore sa fréquence de valet. Et ça augmente le nombre de combos que tu bats en fréquence. Et tu as vu que moi-même, je fais très souvent une bébé, justement sur des pots où il y a 2 bébés. C'est pas le standard en fait de mise ici? Alors encore une fois, il n'y a pas de standard. Tu joues en 50 centimes, il n'y a pas de standard. Il n'y a pas de règle. Il faut vraiment que tu sortes de ça. C'est très très important. Parce qu'en fait, pourquoi tu vas entendre dire des mecs... C'est impossible de faire plus de 30 CEV, enfin de 40 chips CEV en 20 euros.
Parce que tout le monde est là en train de faire des standards, en train de respecter des règles. Et en fait, bah, du coup, tout le monde joue pareil, donc tout le monde a les mêmes CEV. D'accord. On n'est pas là on est là pour faire des jeux propres. Maintenant, il faut pas hésiter à être un petit peu créatif, à aller chercher des chips là où les mecs vont pas les chercher. Et c'est sûr que si toute personne va chercher les petits chips à droite à gauche, tout le monde est bloqué à 40 chips par game. Ok. Tu vois? Et c'est très important que tu sortes de ça. Profites-en tant que tu es sur les micro-limites pour essayer des choses. Alors attention, parce que les fils vont changer quand tu vas monter, mais les fiches seront toujours un petit peu les mêmes. Et ce qui est très important, c'est d'apprendre à lire les ranges. Quand tu lis une range, bah, tu peux jouer n'importe comment contre cette range. Ok. Il n'y a pas de règle. Donc moi, je suis en train de te noter juste sur le côté. Vilain, ne joue pas comme toi. C'est très important. Parce que toutes tes réflexions pour l'instant, c'est un petit peu normal, commencent par moi si j'étais à sa place, et c'est pas C'est grave. normal. C'est normal, C'est parce du- que c'est ton référentiel. Non. Mais il faut que tu commences à réfléchir à comment joue le field, comment joue mon adversaire. C'est très important. Parce que tu joues vraiment comme sa range. Tu joues à un niveau où tu vises uniquement sa range. Tu peux presque oublier ta range perçue. Parfois, tu représentes rien. Eh bien, tu t'en fous. Enfin, si le mec a rien, il a rien. Et selon toi, les avantages de raise ici, c'est quoi? Mieux te positionner, le faire folder tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire sur les autres streets? Parce que du coup, on n'a pas de tirage flush, on n'a pas. Est-ce que du coup, tu raises pour check turn, check river? Alors, C'est quoi? ça va dépendre un petit peu des run-out. Mais de base, le principe, c'est que ici, moi, au flop, je suis en value, clairement. D'accord. D'accord. Tu considères que c'est en value Je ici. suis clair. Attention, en value, ça veut dire que je gagne plus de 50% du temps ou au moins 60% contre la range qui me call. Ça veut pas dire que je gagne 100%, que je me value cut contre aucun combo. Et attention, il y a des valets dans sa range, hein. J'en suis conscient. Donc, je suis en value. À la turn, différents run-out. Si ça rentre beaucoup de draw, je vais plutôt partir sur un 2 barrel en value. Parce qu'il va y avoir beaucoup de paires plus draw qui vont s'alimenter. Par exemple, s'il y a un 5 ou un 4 qui tombe, ou un 3 ou des choses comme ça, il va beaucoup avoir de 5 et 4, 5 et 3. Donc, bien sûr, ça fera des straights qui rentrent, mais ça fera aussi des paires plus draw qui rentrent. Et ce qui se passe, c'est que Vilain va jamais fold de ses mains. Et en plus de ça, s'il a straight ou des choses comme ça, il va souvent reprendre le lead à la turn ou me check raise. Quel type de carte tu vas barrel ici? Plutôt alors du coup des rois, des as, des neufs, des... Ici, je vais pouvoir... un 9 par exemple, je sais que ça change absolument rien. Je vais avoir deux solutions. Soit je considère que Vilain est assez agressif et va reprendre le lead avec tous ses draws river. Du coup, je vais plutôt check back pour le catch à la river. Soit je considère qu'il va jamais bet la river, pas assez. Donc du coup, je vais plutôt aussi le value pour check back river. Et encore une fois, par exemple, bon, là c'est un board un peu particulier parce que toutes les cartes en dessous faut rentrer des nuts. Mais si on était sur valet 8, 2 et que ça tombe 7 et 4 turn et river, et que j'ai dame, on a dit valet 8, donc j'ai dame 8, bah je peux dans un monde 3 barrels. Pourquoi? Parce que Vilain va trop fast play ses values. C'est nuts. C'est des situations très particulières. Si tu ne prends pas le 3 barrels, c'est assez close. Encore une fois, c'est pour optimiser ton EV, mais c'est un petit peu plus deep. Là, ce qui est très important, en fait, moi, ce que je veux mettre en avant sur ce spot pour toi, c'est que tu es en value au flop. Et qu'on est d'accord que beaucoup de turns vont se retrouver où tu seras beaucoup moins en value, souvent. Donc, du coup, prendre le value tout de suite, gère turn et river. Ok. Donc prendre la... Ok. C'est ok. Prendre de la value sur la street quand on l'a et surtout quand beaucoup de turn ou river ne nous arrange pas forcément encore. Et un petit dernier point sur ce spot, parce que c'est un spot très très récurrent, tu l'as dit toi-même, et qui est vraiment important et que je sais que beaucoup de joueurs jouent de manière automatique, c'est que quand tu raises, tu fais rejouer Vilain. À chaque fois que Vilain fait une action, à ses limites, il te donne énormément d'informations sur sa range. Le bet pour info, c'est pas bien vu. Mais pour moi, le bet on l'appelle un peu autrement, c'est pour déséquilibrer Vilain. C'est-à-dire que je raise pour qu'il me raise trop ses valets, pour qu'il me 3-bet trop ses as-valet, dame-valet, roi-valet, double valet. C'est ça. J'ai pas besoin de 6 ici, je te chauffe tout de suite derrière. Quoi. C'est ça. Et du coup, quand je raise et qu'il me call, je me retrouve contre une range beaucoup plus faible que quand j'ai just call. Ok. Plus capé, pas forcément plus faible parce que quand il bet et que tu just call, il a que des trash. Mais est-ce que ici tu as vraiment envie de call un 3 barrel? Dans quelle position? C'est moi qui le mets ou c'est moi qui le subis? Le subir, c'est-à-dire qu'ici,
Si on part sur un call comme tu l'as fait, est-ce que tu as envie de call 3 barrels très souvent dans ce spot contre ton field? Non. Ah non, bah non, il y a peu de turns. Tous les pics à la turn peuvent me faire folder. Tous les 3, 4, 5. Je suis capable de folder sur beaucoup de turns, effectivement. Donc, Et je fold, à mon avis, sur beaucoup de turns. et donc ta red line reprend un coup. Et, Ok. et du coup, est-ce que tu as un intérêt? Parce qu'en fait, les seules mains que tu vas perdre ici, c'est des trash quand tu raises. Est-ce que tu as un intérêt à garder des trash dans sa range, sachant que toutes les trash sont des 2 over et que tu vas pas call les 3 barrels? Ok. Je commence un petit peu à comprendre, en fait. Ouais, c'est un petit concept un petit peu compliqué entre guillemets à mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est que pas hésiter encore à diminuer une table, essayer d'appliquer ce concept et à chaque fois que tu arrives dans le spot, le jouer en pleine conscience et à force t'entraîner à comprendre sa range. T'entraîner, il a quoi dans ce spot? Il a quoi dans ce spot? Et sors, parce que si tu commences à rajouter cette information et que tu continues avec ton raisonnement habituel, ça va être très compliqué, ça va faire beaucoup d'informations. Là, tu retires, ok, la théorie, on s'en fout. Hop, poubelle. Juste, c'est quoi sa range? C'est quoi sa range? C'est quoi ma main? Ma main, elle joue bien comme ça contre sa range. Je joue comme ça. C'est pas théorique, je m'en fous. Il y a un moment, il faut être très clair là-dessus parce que c'est dramatique de vouloir jouer théorique à des limites comme ça. C'est une énorme perte d'argent, vraiment. Et contre n'importe quelle fiche de n'importe quelle limite. Moi, quand je joue un fiche en 200 euros, en 400 euros, c'est même thinking. C'est bon là, de toute façon, c'est un spot qu'il faut que tu répètes. Ce qui est très important dans ce spot, c'est pas tant le play, c'est de réfléchir avec les ranges de tes adversaires. C'est vraiment ça qu'il faut que tu commences à implémenter. Faire des exercices comme flop zia, un petit peu tout ce que je propose dans les vidéos. Il faut que tu t'entraînes à le faire, il faut que tu le fasses toi-même. Je vais le télécharger, je vais l'acheter dans pas longtemps et ouais, je vais chercher du tuto sur Internet pour me former. Ça a l'air capital. C'est vraiment très important. Et ce qui est incroyable, c'est que tu vois des mecs utiliser des logiciels qui coûtent 500 balles, qui savent pas servir de Flopzia qui coûte 20 balles, et qui pour moi est beaucoup plus pertinent. C'est bien parce qu'on a été bien deep dans les spots. J'ai noté plein de spots, mais si on les voit pas tous, honnêtement, c'est vraiment pas grave. Vaut mieux aller bien deep sur chaque spot parce qu'il y en a beaucoup qui se répètent. Et encore une fois, c'est une manière de penser qui est très importante que tu crées à créer. Et une fois que tu auras créé cette manière de réfléchir, bah les spots, en fait, on s'en fout du spot, que ce soit un spot où il faut fold ou faut. Si tu sais bien lire une range, tu comprendras logiquement. Tu as un jeu qui est propre, tu as un jeu qui est sérieux, tu comprendras logiquement si tu sais bien lire les ranges, comment jouer en fait. Si c'est un raise, si c'est un fold. Et voilà pour cette première partie de review. On a vu 2 spots où on a pas mal échangé. Donc voilà un petit bilan des points majeurs à retenir. Le plus important dans le fond, c'est pas vraiment ces 2 spots qu'on a vus aujourd'hui, mais surtout ta manière de réfléchir. Il faut absolument vouloir sortir des standards, des pseudo-règles, et toujours avoir cette idée de vouloir gratter des jetons, là où les joueurs basiques ne vont pas les chercher. Donc, en 1, joue chaque spot en pleine conscience. En 2, tout ton focus doit être orienté vers la visualisation de la range de vilain. Il faut vraiment que tu comprennes que chaque action de vilain nous donne des informations sur sa range. En 3, tu dois bannir toute réflexion basée sur la théorie à ses limites car il n'y a pas de bon règle. En 4, tu dois aussi bannir toute réflexion qui commence par « moi, si j'étais à sa place, je… » car la plupart des joueurs n'ont pas la même réflexion que toi. Et pour finir, en 5, tu dois bien sûr apprendre à connaître ton field et les différents profils que tu peux rencontrer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que cette nouvelle série un peu plus technique te plaît. Et surtout, bien entendu, qu'elle va t'aider à progresser. N'hésite surtout pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire et on se retrouve très vite. Allez, ciao! Peut rencontrer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et surtout, bien